Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour certains depuis plusieurs ateliers. On va être ensemble avec Julien. Il a prévu une présentation de 40 à 45 minutes. Donc du coup, si vous avez des questions au fur et à mesure qu'il présente, vous pouvez les retranscrire dans le chat et je les noterai. Et après, quoi qu'il en soit, il réservera 15 à 20 minutes d'échange après à la fin de sa présentation s'il y a besoin. Comme on n'est pas trop nombreux, peut-être on décidera d'activer les micros, ce sera peut-être un peu plus convivial. Allez, je coupe mon micro et je te laisse tranquille, Julien. À tout à l'heure. Super, tout à l'heure. Bon, bah du coup, bonjour aux derniers qui nous ont rejoints du coup. Alors, merci d'être venu à cette petite masterclass donc de l'immersion par le jeu de rôle. Pourquoi est-ce que j'ai appris à mes joueurs à parler gobelin? Je vais faire un tout petit disclaimer avant toute chose. Pour le coup, vous allez noter assez rapidement. J'ai un débit assez rapide, hein, je parle assez vite. Donc voilà, j'en suis conscient. Je vais avoir quelques petits. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Je vais essayer de descendre un peu, mais vous êtes prévenus. Alors, je vais vous faire une petite présentation déjà de qui je suis. Donc, moi, je suis Julien Léon. Je suis maître du jeu depuis environ 3 ans, grosso modo, dans des escape games. J'ai bossé dans 3 licences différentes. Et j'ai créé sur Facebook, du coup, le groupe Vie de Game Master qui rassemble à peu près 1200 acteurs du métier, donc des maîtres du jeu, des gérants d'escape games, des blogueurs et enfin, des aficionados en gros, histoire de fédérer un petit peu tout ça. On a créé il y a quelques mois une association justement, Vie de Game Master, pour essayer d'officialiser un petit peu notre mouvement. Et en août dernier, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Game Master Class. Je vous mettrai le lien à la fin. Qui vulgarise un petit peu le métier de l'escape game, enfin les métiers de l'escape game du coup, histoire d'expliquer un petit peu les coulisses et de faire comprendre en gros que voilà, être maître du jeu dans l'escape, c'est pas juste manger des sandwichs derrière son écran, d'être toute la journée sur un fauteuil. Oula, bon, d'accord. Du coup, voilà, ça explique un peu quelques trucs et astuces, ça donne des conseils. Enfin, je vous laisse regarder, mais j'ai créé cette chaîne-là. Et depuis environ 15 ans, je fais du jeu de rôle en tant que joueur, mais surtout en tant que maître du jeu, sur plusieurs univers différents. Je fais ça sur des événements privés, mais aussi des festivals en France, en Suisse. Je me déplace un petit peu. Donc, juste pour englober un petit peu tout le package, voilà, je tiens à préciser que je n'ai absolument aucune agrégation pédagogique pour l'instant. Je commence une formation le mois prochain, mais je n'ai pas été professeur des écoles ni rien du tout. Donc, ce que je vais vous propose aujourd'hui, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des pistes de réflexion. Ça va être un petit peu, voilà, le fruit de ma réflexion là-dessus sur le sujet, sur comment mélanger les deux. Donc, effectivement, il y a des retours qui m'ont été faits là-dessus quand j'ai fait des tests. On m'a dit oui, mais ça, c'est pas adapté pour des CE2. Voilà, c'est là où ça va être votre boulot du coup à la sortie de cette masterclass. Ça va être d'adapter en fait ce que je vais vous proposer aujourd'hui à vos élèves, à votre parcours, à ce que vous avez envie d'inculquer du coup à votre programme pédagogique. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, pour le coup, on va parler un petit peu donc du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comme je disais en introduction tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, je vais faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est le jeu de rôle pour ceux et celles qui connaîtraient pas encore. Je vais essayer de faire rapidement. Hein, je vais pas vous dresser tout l'historique, mais juste que vous soyez un petit peu au niveau par rapport à la suite. Alors, du coup, le jeu de rôle, pour résumer très très simplement, c'est né en gros dans les années 74, enfin dans les années 70, du coup en 1974. Alors, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est surtout des règles. C'est un document, du coup, qui va donner des règles qui vont dépeindre un univers plus ou moins fictif. Ça prend en général la forme d'un livre qui fait une centaine, voire 300 pages aux environs. Alors, bien sûr, il y en a avec plus, il y en a avec moins. Et qui vont dépendre du coup donc tout cet univers en donnant des informations, des légendes, des personnages, des descriptifs, et du coup tout cet univers-là va permettre aux joueurs du coup donc de vivre des aventures dans cet univers-là. Alors, bien entendu, ça va pas être le rôle de chaque joueur d'apprendre du coup ces 300 règles de page, heureusement. Ça va être le rôle du coup du maître du jeu qui va s'occuper justement de tout lire, de tout intégrer, enfin, en tout cas de plus ou moins tout intégrer. Et ce sera lui qui va servir de narrateur du coup, de conteur au scénario, aux aventures que vont vivre les joueurs. Donc voilà, il va servir un peu de gardien des règles, de narrateur. Ce sera un petit peu le dieu local, si vous voulez, qui va avoir à peu près tous les pouvoirs du coup dans son univers. Pour l'accompagner, donc il va y avoir donc un groupe de joueurs. La moyenne, c'est à peu près entre 2 et 6 personnes, du coup, en plus du maître du jeu, qui vont jouer des avatars actifs dans l'univers du jeu, qui vont jouer des personnages du coup au sein de l'histoire, et dont les actions vont influencer le récit. Tout bêtement, je vous donne un exemple rapide. Le maître du jeu raconte que le groupe de joueurs est dans une ville médiévale sur la place du marché. Ils voient un voleur qui est en train d'essayer de détrousser quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le choix. Ils peuvent aller essayer de rattraper le voleur qui est en train de s'enfuir, essayer de parler à la dame pour la rassurer, ou juste décider d'aller acheter des sucreries parce qu'ils ont vraiment rien à faire. Ils ont le choix. C'est beaucoup, beaucoup de règles, mais qui donnent paradoxalement beaucoup de liberté aux joueurs. Mais en tout cas, ils vont avoir des actions concrètes dans cet univers-là.
Alors bien entendu, les joueurs ne peuvent pas faire n'importe quoi, hein. Ils peuvent pas dire je prends mon lance-flamme et je brûle tout le monde, voilà, ou je m'envole de 20 mètres. Ils peuvent pas faire ça, hein. Il y a certaines règles, il faut pas déconner. Et ces règles sont articulées, sont cristallisées autour d'une feuille de personnage qui va être une feuille qui va décrire un petit peu du coup qui il est en termes de chiffres, hein, en termes de caractéristiques. On va définir sur des échelles de valeur s'il est plus ou moins rapide, plus ou moins fort, plus ou moins intelligent, histoire qu'il ait certaines limites. Tout bêtement, on va prendre sur une échelle à peu près de 1 à 6. Si vous mettez que votre personnage il a 4 points de rapidité sur 6, ça veut dire qu'il va être assez rapide. Et du coup, lorsque vous allez essayer de rattraper le voleur, le maître du jeu va la plupart du temps vous demander de lancer un dé. Donc là, si on est sur une échelle de 1 à 6, ça va être un dé à 6 faces, hein, celui que vous connaissez tous. Le joueur va lancer un dé. S'il fait par exemple entre 1 et 4, c'est bon, il a gagné, il rattrape le voleur, il peut l'arrêter. Si c'est 5 et 6, il a raté, pas de bol, le voleur s'est enfui. Ça donne du coup un enjeu à cet univers-là. Les joueurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a une notion de risque aussi, bien sûr. Et ça donne vraiment, enfin, c'est ça qui articule du coup un petit peu toute la mécanique du jeu. C'est cette feuille de personnage, ses dés, ses caractéristiques, évidemment, le maître du jeu qui est là pour surveiller à peu près tout le bazar. Donc voilà, là vous avez donc à peu près ce que c'est le jeu de rôle tel qu'on l'entend au sens traditionnel. Bien entendu, il y a eu des évolutions au fur et à mesure du temps, différentes formes de jeux de rôle qui se sont faites. Alors bien sûr, certains connaissent du coup le jeu de rôle en entreprise, hein. Il y a un client pas content qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une version qui est un petit peu connue, mais il y a ce qu'on appelle donc des jeux de rôle indépendants, donc des gens qui font ça un petit peu dans leur garage, qui proposent des petits univers. Alors ça peut aller sur des univers très simples où votre personnage tient sur un post-it, à des gros dossiers de personnages de 20 pages, véridiques, hein. Il y en a vraiment qui proposent ça. Donc autant dire qu'il faut s'accrocher un petit peu pour apprendre toutes les règles. Il y a aussi de nouvelles formes de jeux de rôle qui existent, comme des jeux de rôle sans maître du jeu, où là c'est chacun qui prend du coup sa part pour raconter l'histoire, pour surveiller les règles. Donc c'est des nouvelles façons du coup qui évoluent avec le temps. On a évidemment les fameux MMORPG que tout le monde connaît, donc les MMORPG, où là c'est donc un jeu vidéo qui s'occupe lui-même de raconter l'histoire, de présenter le décor et d'appliquer le système de jeu. Ici, les maîtres du jeu tels qu'ils sont du coup dans ce médium-là sont plutôt des ingénieurs qui vont surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de problème. Mais ils vont pas raconter l'histoire. Eux, ils vont s'arranger qu'elle se raconte bien. Il y a des formes après, évidemment, un peu plus concrètes qui existent, comme le grandeur nature. Donc ça, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche, avec des personnes qui arrivent, du coup, qui se rassemblent en costume. Alors là, vous incarnez vraiment un personnage en tant que tel. C'est pas mon personnage fait ça. Là, c'est vous êtes en costume avec les armes, les armures, les robes, ce que vous voulez. Et vous allez interagir avec d'autres personnes en vrai. Alors après, là, les rassemblements, comme vous voyez en bas à gauche, ça peut avoir des rassemblements jusqu'à 200-300 personnes qui se mettent joyeusement sur la tronche avec des armes en latex. Mais du coup, il y a d'autres formes qui existent. Il y a de la reconstitution historique, par exemple. Ceux qui ont vu le film Demain d'Elo, par exemple, qui traite de ça, qui est un très très bon film que je vous suggère, où là, vous allez venir carrément en tenue napoléonienne d'époque. Et voilà, c'est un peu plus strict forcément, parce qu'il faut respecter certaines règles bien précises. Et en plus simple et en huis clos, vous avez en haut à droite du coup la Murder Party, qui est une pratique qui se développe de plus en plus aujourd'hui, où là c'est un peu les enquêtes d'Agatha Christie, Sherlock Holmes, où il y a un mort dans une salle, et on est sur de la 10-30 de joueurs à peu près qui vont devoir essayer de résoudre ce qui s'est passé. Et là où il y a le sel du coup de ce genre de jeu, c'est que chacun a des problèmes, chacun a des squelettes dans son placard, des trucs à cacher, et il va falloir essayer de résoudre l'enquête, découvrir qui est le meurtrier, en évitant de faire comprendre aux autres du coup qu'est-ce que nous on a fait de mal, surtout si c'est vous l'assassin. Donc voilà, vous avez un petit peu le tour d'horizon de ce que c'est le jeu de rôle. Voilà, je passe un petit peu vite, hein, bien sûr, il y a pas mal de choses à raconter dessus, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Alors, du coup, le souci qui se pose, certains l'auront peut-être déjà vu, c'est qu'il va falloir du coup donc mélanger les deux. Comment faire pour mélanger ces deux médiums-là, sachant que du coup, le jeu de rôle, pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez très bien que c'est un système qui est en général assez lourd, assez complexe, avec donc beaucoup de règles à apprendre. Et alors heureusement, quand on fait du jeu de rôle, on a plusieurs sessions, hein, ça se fait soit toutes les semaines, soit tous les mois, enfin après ça dépend du rythme, mais vous allez faire plusieurs parties et le maître du jeu va avoir le temps de vous apprendre ces règles-là, ce système-là de règles, et voilà, vous allez avoir le temps de le digérer. Tant que vous n'avez pas, lorsque vous faites des escape games pédagogiques, notamment si c'est juste, si vous en proposez un dans une classe par exemple, soit juste avant les vacances pour souhaiter la bonne fin d'année, ou juste dans le cadre d'un projet unique, vous n'allez pas avoir le temps d'apprendre à vos élèves pendant 3 semaines les règles de votre escape game. Il va falloir faire beaucoup plus simple que ça. Donc il va falloir trouver des solutions. L'avantage étant, c'est que du coup, il y a même un pont entre les deux, hein. C'est pas, enfin, les deux pratiques ne sont absolument pas incompatibles. Au contraire, on va voir vite fait un petit peu quelques liens qu'il y a entre, enfin, quelques similarités entre ces deux-là. Alors, hop, je passe déjà ici. Voilà. Donc déjà, évidemment, il s'agit d'une expérience sociale.
Dans un cas comme dans l'autre, vous allez avoir du coup un groupe de joueurs qui vont interagir ensemble, hein, vraiment alors, après du coup avec le Covid, il y a des fois c'est en distanciel, mais en tout cas ils vont devoir interagir ensemble les uns avec les autres. Il y aura également donc un cadre commun avec une personne de référence, une autorité référente. Donc soit le maître du jeu dans un jeu de rôle, vous avez du coup évidemment le game master dans un escape game ou l'enseignant dans un escape game pédagogique. Vous allez évidemment créer une histoire ensemble. Du coup, les joueurs du coup vont vivre une expérience commune avec évidemment un objectif commun. Alors en escape game, ça peut être essayer de sortir de la salle, désamorcer une bombe ou essayer du coup de récupérer un artefact. Et bah, mine de rien, en jeu de rôle, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir sortir d'un donjon, vous allez devoir tuer quelqu'un, du coup vous allez devoir récupérer quelque chose. On va avoir la même mécanique de jeu. Le groupe va vers un objectif commun. C'est ce qui va permettre une certaine dimension collaborative, du coup, de coopération, parce qu'ils vont devoir mettre en commun, du coup, les compétences de chacun, avoir une certaine complémentarité. Et ça, c'est très intéressant, du coup. Voilà. C'est avec, du coup, le lien. Alors, hop, là, je me fais un petit peu. Oui, voilà. Du coup, le lien, donc, dans tout ça, ce qui va permettre vraiment, du coup, à la magie de fonctionner, ça va être, du coup, l'immersion, qui va être au cœur, du coup, du sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment avec l'immersion du coup que vous allez vraiment aider les joueurs donc à s'impliquer dans la partie, à s'évader, à vraiment travailler de concert. Techniquement, si on prend l'exemple de l'escape game, surtout dans les débuts d'année 2014, quand ça s'est lancé en France, vous aviez quelques clés à retrouver avec des cadenas, c'était très très simple. Et c'est pas très intéressant si on dit juste vous allez devoir trouver des clés et des cadenas. Par contre, si on dit alors vous êtes enfermé dans une prison, il va falloir s'enfuir parce que dans une heure le garde arrive, vous allez être enfermé pour toujours, etc. Si vous mettez un narratif autour de ça, si vous mettez un enjeu, les joueurs, du coup, même si c'est un enjeu fictif, si c'est bien amené, ils vont se sentir dedans. Et il y aura une suspension consentie d'incrédulité. Ils vont se dire, OK, l'histoire est là, OK, je veux bien y croire. Et ça, c'est très intéressant. Alors du coup, donc on parlait de l'immersion. Alors l'avantage, c'est qu'en escape game traditionnel, on vous demande très très peu d'efforts au niveau, enfin pour le joueur, on leur demande très très peu d'efforts pour ce qui est du jeu de rôle, de l'immersion. Parce que l'immersion est déjà là, elle est déjà dans le décor. Lorsqu'on vous envoie dans une salle, certes, on vous dit vous allez incarner des aventuriers, des agents secrets, etc. Mais à aucun moment, on va vous demander de réellement l'incarner, dans le sens où on ne va pas vous demander d'avoir de réelles compétences du coup en infiltration. L'immersion, c'est le décor autour de vous, ça va être de la lumière, ça va être les mécanismes, ça va être l'ambiance musicale, l'ambiance générale même. Donc le travail d'immersion est déjà fait avant que vous arriviez et vous avez juste qu'à vous plonger dedans. C'est d'autant plus renforcé que vous n'avez que très peu de règles à retenir. Le brief qu'on vous explique au début, qui prend en général un quart d'heure, va essentiellement consister à vous dire voilà, faut pas forcer sur le décor, faut pas fouiller en dessous du mètre 80, faut bien s'écouter, etc. Les règles sont très simples. Et que vous ayez, comment dire, que vous soyez bon ou pas, que vous mettez dans le jeu de rôle ou pas, peu importe, vous allez vivre une expérience de toute façon. Vous allez être au cœur de l'immersion. Et la magie va s'effectuer de là. Pas parce que vous avez réussi l'énigme, mais parce que vous allez être dans l'ambiance. Dans le jeu de rôle, c'est un peu plus compliqué parce que là, les joueurs ne peuvent pas vraiment se déplacer, vu qu'ils ont des feuilles de personnages, des dés, des paquets de chips, etc., et le livre de règles. Ils sont, entre guillemets, un peu bloqués sur l'espace de jeu qui est la table. Ils vont rester assis, du coup, entre eux en cercle, et ils pourront pas vraiment se déplacer dans la pièce. Il n'y a pas d'intérêt, c'est pas le concept du jeu. Donc, vu que les MJ, évidemment, peut décorer un petit peu la pièce, mais ça va s'arrêter à peu près là en termes d'immersion extérieure, on va dire ça comme ça, il va devoir vraiment mettre beaucoup d'efforts au niveau de l'immersion de lui-même. C'est-à-dire qu'il va devoir raconter, il va utiliser vraiment des compétences de conteur, d'orateur, il va devoir décrire de manière assez convaincante, il va devoir prendre des voix différentes pour essayer d'incarner les différents personnages que les joueurs vont rencontrer. Et ça va être du coup un travail beaucoup plus actif de la part du maître du jeu et également des joueurs qui, eux, vont quand même devoir se mettre un petit peu dans l'ambiance de leur personnage, dans la peau de leur personnage, pour que ce soit un petit peu crédible, pour que s'ils se font alpaguer dans la rue, dans l'univers fictif, bah, ils répondent de manière à peu près cohérente. Et pas juste bah, j'ai faim, quand est-ce qu'on arrive, enfin, quand est-ce qu'on mange. Il va falloir qu'ils se mettent un minimum dedans. L'avantage de l'escape game pédagogique, c'est que c'est un médium qui est entre les deux. Il est au carrefour de ces deux-là. Déjà tout bêtement parce que les joueurs, du coup, donc les élèves, vont pouvoir se déplacer dans un espace de jeu défini, donc une salle de cours par exemple, et du coup c'est une salle qui va pouvoir être décorée. Alors certes, moins qu'un escape game entre guillemets en dur professionnel, du coup avec tout le décorum, mais vous allez pouvoir apporter une couche du coup d'immersion en décorant un minimum l'espace de jeu. Ça c'est déjà un avantage.
Sachant que vous allez pouvoir utiliser donc des mécaniques empruntées au jeu de rôle, on verra ça un petit peu après avec la feuille de personnage, mais il faut garder en tête, cela dit, qu'il va falloir alléger le système, comme on disait tout à l'heure. Vous n'allez pas pouvoir vous permettre de leur faire avaler 200 pages de règles, c'est pas possible. Donc il va falloir trouver un système simple pour privilégier l'application pratique, le jeu réel du coup, et donc l'apprentissage par le jeu, mais pas l'apprentissage du jeu. Voilà pour ça. Alors, un point intéressant, du coup, c'est que plus, je disais tout à l'heure, l'immersion va être présente, plus le joueur, du coup, va s'impliquer dans l'aventure et donc va être concentré sur ce qu'on attend de lui et pour essayer d'accomplir l'objectif. Un exemple qui est très intéressant là-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être le jeu The Witness, dont je vous parlais un petit peu, qui sert un petit peu de cas d'école dans cette situation-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu The Witness, du coup, ça parlera peut-être à d'autres, la saga des Myst, donc MYST, qui était une saga qui était très connue, du coup, qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire que c'est un jeu d'exploration et un jeu d'énigmes. Alors, l'intérêt de ce jeu-là, c'est dans sa façon de vous apprendre comment y jouer. Alors, pour vous donner un contre-exemple, lorsque vous allez jouer à un jeu de sport, par exemple, genre FIFA ou ce genre de choses, vous allez commencer le jeu par un tutoriel qui va vous expliquer comment vous allez jouer au jeu, donc il va vous apprendre donc, les touches, les commandes, le but, etc. Et une fois que vous avez terminé ce tutoriel, vous connaissez tout. Vous savez comment y jouer. Parce que vous savez du coup qu'il faut appuyer sur tel bouton pour tirer au but, pour passer avec un autre joueur, c'est ça, pour faire son équipe, c'est ça. Et la différence principale entre un joueur débutant qui vient de terminer son tutoriel et un joueur de classe mondiale, ça va être juste l'expérience. Parce qu'ils vont jouer au même jeu avec les mêmes règles, ils vont connaître les mêmes choses, c'est juste l'expérience qui va changer parce que le joueur de classe mondiale va avoir plus d'expérience, il saura mieux anticiper les stratégies, les coups, etc. Il va être plus réactif, mais ça s'arrête là. Voilà, vous avez la même quantité d'informations. L'avantage du coup de The Witness, c'est que vous ne savez y jouer que lorsque vous avez terminé le jeu. Il va vous apprendre à jouer avec lui au fur et à mesure de l'expérience de jeu. Et ça, c'est intéressant dans un escape game pédagogique, justement, la notion d'apprentissage perpétuel. Alors, je vais vous donner l'exemple déjà. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est la toute première image lorsque vous lancez la partie. Vous êtes bloqué dans cette espèce de tunnel bizarre avec une porte en face de vous et ce panneau orange un peu bizarre. Voilà, vous commencez par ça. Donc évidemment, vous n'avez pas le choix, vous devez forcément interagir du coup avec ce panneau orange. Alors, vous voyez sur la gauche, il y a une sorte de point noir un peu étrange et une ligne horizontale. Le point noir, lorsque vous cliquez dessus, ça va apparaître en blanc et le but du jeu va être de compléter la ligne, donc de faire un slide, comme avec un smartphone. Vous allez de gauche à droite, ça trace la ligne blanche et la porte s'ouvre. Première leçon que le jeu vous apprend, vous allez devoir avancer en utilisant ces panneaux, en interagissant avec ces trucs-là. Si vous réussissez à compléter les schémas de ces panneaux, vous allez avancer dans le jeu. Première leçon. La deuxième, donc ça c'est ce que vous croisez très peu de temps après l'ouverture de la porte, c'est ce truc-là. Alors, je vous précise tout de suite, normalement, tous les autres panneaux sont fermés à part le premier. Là, je vous ai mis la version terminée pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais à la base, vous avez que le premier panneau de disponible. Là, vous voyez, on retrouve du coup donc, ce point noir avec la ligne horizontale, mais il y a une sorte de domino qui a été installé tout autour. Donc maintenant, vous savez qu'il faut tracer des lignes. Vous n'avez pas beaucoup de solutions pour aller donc, au bout, là, tout à droite, le petit segment qui dépasse. Vous allez soit refaire le même geste intuitivement, ce qui se fait la plupart du temps, soit aller en haut ou en bas. Si vous faites du coup le même geste, donc de gauche à droite, vous passez entre les deux points, le deuxième panneau s'ouvre. Donc jusque-là, ça a l'air assez simple, mais là, du coup, vous remarquez qu'au deuxième panneau, le point de départ n'est plus le même. Vous allez commencer en bas à gauche et il faut finir en haut à droite. Et là, le jeu vous propose un choix. Soit vous allez passer par le bas et aller tout en haut, passer tout en haut et aller à droite, soit vous allez faire un détour et passer entre les deux points. Vous allez faire un effort, du coup, pour essayer de résoudre l'énigme. Et si vous réussissez, du coup, donc vous montrez que vous avez bien compris qu'il faut passer entre le noir et le blanc. L'énigme suivante se développe et là vous avez un autre choix. Est-ce que vous passez entre le blanc et le noir ou le noir noir? Est-ce que vous avez compris que c'est vraiment entre deux couleurs différentes et pas juste entre deux points? Et plus vous avancez dans le jeu, plus ça va se complexifier jusqu'au dernier panneau. Donc là, c'est la deuxième leçon qu'on vous apprend dans le jeu. Vous allez devoir maîtriser des concepts. Il va falloir du coup donc interagir et maîtriser les leçons qu'on essaie de vous apprendre. Le c'est ici, donc là on arrive sur la fin de la zone du tutoriel. Alors pareil, je vous ai mis la version terminée. Normalement, les barres noires que vous voyez sur le côté masquent l'énigme. Vous ne pouvez pas du coup y toucher tant que vous n'avez pas résolu 3 énigmes au préalable. Et ces 3 énigmes, vous voyez sur la gauche, il y a 3 câbles allumés qui descendent du panneau. Et vous vous en doutez bien, les câbles sont à la base éteints. Il va falloir retrouver les énigmes qui sont dispersées un peu partout sur l'espace du tutoriel. Et pour ça, vous allez devoir remonter du coup les câbles comme pour une revue pour trouver ces panneaux, les activer et pour permettre de gérer celui-ci et de sortir de l'espace du tutoriel. Troisième leçon qu'on essaie de vous apprendre, il va falloir chercher ces énigmes. Il va falloir utiliser votre curiosité, votre sens de l'exploration pour essayer de trouver les leçons qu'on va vouloir vous intégrer, mince,
vous apprendre. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, du coup, il va falloir interagir, maîtriser et explorer. Et vous allez répéter ça, du coup, j'allais dire ad nauseam, c'est pas très loin, parce qu'une fois que vous avez réussi ça, la grille s'ouvre et vous avez accès à tout le reste de l'île. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'île est décomposée en plusieurs zones et à chaque fois, elles vont répéter le même schéma, c'est-à-dire que vous allez commencer par une énigme simple et vous n'allez avoir accès au reste de chaque zone que si vous maîtrisez les concepts de plus en plus, parce que c'est en résolvant les énigmes que vous allez avoir accès à d'autres chemins, à d'autres parcelles, à d'autres morceaux d'île jusqu'à évidemment avoir exploré la totalité. Mais évidemment, vous pensez bien, ça va se complexifier au bout d'un moment. Les énigmes vont finir par se croiser avec différentes logiques en même temps pour vraiment vous pousser au maximum dans les retranchements, voir si vous avez compris la logique à fond. Mais là où le jeu, du coup, est très intelligent, c'est qu'il va justement utiliser le décor que vous voyez autour de vous. Alors là, je vous ai pas mis. Hop, alors je vous mets du coup à peu près que vous voyez là. Vous voyez que le décor de l'île, qui est aussi présent en bas, est très coloré et très joli. Franchement, c'est une très très belle balade à faire, mine de rien. Et le jeu va utiliser ça, justement, votre curiosité et la satisfaction de résoudre des énigmes et la beauté du décor pour vous pousser un petit peu plus à chaque fois à aller loin. Même si les énigmes sont dures, et croyez-moi, on peut s'arracher un peu les cheveux là-dessus sur certaines, vous allez essayer de persévérer un peu plus parce que vous avez envie de découvrir un peu, enfin vous allez avoir envie de découvrir ce qu'il y a derrière ce bosquet, derrière ce buisson, après ce chemin. Vous allez avoir envie de faire ça et le jeu va à chaque fois vous donner un peu plus de matière, enfin de gras à moudre, un peu plus de complexité, mais vous allez vous accrocher justement à cause de ça. Et ce jeu est très intéressant du coup parce que si on le ramène à un cas un peu plus concret, alors pour vous faire une petite confidence, je n'étais pas spécialement fan des mathématiques quand j'étais je disais. Et moi, tout ce qui était les énigmes inconnues, les 3x plus 4y, je n'aimais pas du tout. Mais arrivé sur Facebook après quelques années, j'ai découvert qu'il y avait ce genre d'énigmes. Et alors, vous me croyez pas, il y a énormément de ces énigmes-là avec plein de gens qui répondent en dessous très fiers parce qu'en général, il y a des phrases comme ah, il y a 99% des personnes qui n'ont pas réussi à faire ce test. Et il y en a beaucoup qui participent. Et pour en avoir parlé avec quelques-uns qui adorent ce genre de petites énigmes, ils me disent de même, j'aime pas les maths. Mais c'est même pas juste je n'aime pas les inconnus, c'est je n'aime pas les maths, sauf ça. Pourquoi? Parce qu'on a juste remplacé des X et des Y par des pommes, des kiwis, ça peut être juste des fleurs, des morceaux de gâteau, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on rajoute une petite couche de narratif, d'imaginaire par-dessus ça, pour faciliter l'apprentissage. Et The Witness, c'est exactement la même chose. Du coup, on va vous faciliter l'expérience par l'immersion dans le jeu. Voilà. Alors, tac. Du coup, on va enchaîner sur la feuille des personnages, dont je vous parlais tout à l'heure, liée au jeu de rôle. Alors, la feuille de personnage, du coup, a cet intérêt que ça vous donne un cadre et des informations concrètes sur lesquelles le joueur va pouvoir se reposer. Mais surtout, ça va vous permettre, en tant qu'organisateur, en tant que gérant de l'activité, d'avoir des outils à disposition et des outils surtout modifiables pour influencer l'expérience de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui va être très très précieux. Alors, l'intérêt du coup de la feuille, ne serait-ce que pour un élève, enfin même pour un joueur en général, ça va être l'identification. S'il s'identifie un minimum au personnage qu'il va incarner, encore une fois, on va être sur de l'enjeu, sur de la suspension consentie d'incrédulité, et justement, il va mieux s'impliquer et évidemment, il va mieux s'évader du coup via l'espace de jeu que vous leur proposez. Je vous mets un petit exemple de ce que ça peut donner une feuille de personnage du coup. Voilà. Donc ça, c'est une version assez simplifiée d'une feuille de personnage. Comme je vous disais, il y a plus simple, mais aussi beaucoup plus compliqué. On va pas s'attarder sur celle-ci, c'est juste pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc vous voyez sur les caractéristiques à gauche, on voit des caractéristiques d'attaque, de défense, de santé. À droite, on a des capacités, on a même une notion d'inventaire. Mais après, ça va être à vous du coup d'adapter au public avec lequel vous allez jouer. Mais ce genre d'outil du coup qui est à disposition. Alors, du coup, on va prendre un exemple un peu plus simple. On va prendre l'exemple de Zoé, du coup. Alors, vous m'en voulez pas pour la qualité de l'image. Je sais pas ce que j'ai trouvé pour coller au jeu. Donc, du coup, on peut donner ce genre d'exemple, par exemple, pour un public un peu primaire. Alors, donc comme je vous disais, la partie droite avec la feuille des personnages, vous avez justement la partie liée à l'identification de l'enfant par rapport à son personnage. Alors ici, donc on a le prénom, citation. Alors poitaille, bien sûr, voilà, c'est juste pour avoir des catégories. Hein, pour le coup, vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Mais déjà, un prénom, une petite phrase ou juste que l'enfant aime et du coup une date de naissance, c'est des petites informations auxquelles il va pouvoir se raccrocher pour voir que ça va être son personnage à lui. Donc la partie de gauche, elle va nous intéresser un peu plus. C'est là où vous allez pouvoir du coup adapter l'expérience de jeu pour l'enfant. Vous allez pouvoir du coup donner des éléments liés au jeu. Ça peut être un contexte, ça peut être un pense-bête, ça peut être des indices que vous allez pouvoir donner à l'enfant via cette feuille de personnage pour influencer l'expérience déjà.
pour guider l'enfant aussi, mais surtout pour le garder dans l'immersion. On parlait des nains tout à l'heure, justement. Alors, il y en a certains qui reconnaîtront peut-être d'où l'image vient d'une certaine conférence de Pen of Chaos. Si vous partez sur une énigme mathématique simple, à base d'addition, par exemple, vous pouvez avoir cet exemple-là. Donc, dans l'exemple que je prends, les nains, enfin, un clan de nains veut essayer de creuser un tunnel de 28 mètres dans du granit en 2 jours. Alors, en partant du principe que, mettons, les nains arrivent à creuser un tunnel de 14 mètres par jour, enfin un jour par cycle de 24 heures, combien ils vont mettre de temps, du coup, pour faire ce fameux tunnel. Sachant que, lorsqu'ils travaillent de nuit, il faut 4 nains pour l'éclairage et 3 nains, du coup, évidemment, pour creuser un tunnel à peu près correct. Et vous pouvez faire des énigmes, du coup, comme celle-ci, en les gardant dans cet imaginaire-là, et avec des petits indices qui vont les aider durant leur prestation, enfin de leur prestation, durant leur expérience de jeu. Et ça va les maintenir, encore une fois, du coup, dans l'univers que vous essayez d'instaurer. Alors, bien entendu, on est d'accord, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a des choses qui ne sont pas adaptées à certains publics. Alors, c'est peut-être pas adapté à des CE2, c'est à ce moment-là que ça arrive. Vous allez évidemment devoir adapter donc la quantité d'informations que vous allez donner à votre public. Ils vont pas pouvoir tous gérer, enfin, gérer tous avec les mêmes concepts. Et on va partir d'un principe simple, plus l'enfant est jeune, enfin l'élève en tout cas est jeune, et moins il y a d'individualisme. J'entends par là que donc le lien entre la feuille de perso et l'énigme des nains. Alors c'est juste du coup pour, alors je reviens. C'est juste pour justifier, pour donner du lien, donc comme je disais par rapport à tout à l'heure, c'est pour donner du lien dans une prestation d'escape game. Tout bêtement, si, alors là on part du principe sur les nains, du coup, vous pouvez justifier que voilà, c'est parce qu'ils sont bons en mathématiques, etc., l'ingénierie. L'intérêt est de donner du coup un fil rouge imaginaire à l'expérience. Si vous leur dites, on va faire 3 énigmes de maths, et si vous avez réussi, super, vous allez avoir gagné 3 bonbons, c'est bien, mais ça va être juste enchaîner 3 exercices de maths, même si vous mettez l'étiquette escape game dessus, ça va rester des exercices de maths à la chaîne. Alors que si vous donnez un certain enjeu, si vous dites, bah voilà, on essaie d'aller de traverser cette montagne parce qu'il y a un trésor de l'autre côté, ou on va essayer du coup d'aller sauver des collègues qui sont enfermés du coup dans une galerie, vous allez donner un enjeu, vous allez donner une importance, vraiment un objectif concret à résoudre, plus que juste la simple résolution de l'énigme. J'espère que j'étais assez clair. On y reviendra après, hein, s'il y a encore des questions, il n'y a pas de souci, on y reviendra après. Donc voilà, donc j'en étais. Donc plus les jeunes, voilà, moins il y a d'individualisme, dans le sens où, donc là, pour reprendre l'exemple un peu de Zoé avec l'énigme des nains, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de donner du coup énormément d'informations sur le personnage, sur des pourquoi est-ce qu'il a un passé tragique, pourquoi est-ce que voilà il a tel équipement. À un stade assez jeune, on s'en fiche complètement. Les enfants ne vont pas pouvoir jouer avec ça, avec autant d'informations, ça va pas leur être utile, ça va alourdir énormément du coup le propos. Donc il va falloir du coup plus situer les joueurs dans un cadre général, c'est-à-dire vous faites partie d'un clan, faites partie d'une ville, d'un pays, ce que vous voulez, quelque chose de fédérateur, mais sans individualiser. Bien entendu, plus vous allez monter du coup dans les échelons scolaires, plus vous allez complexifier l'expérience de jeu, sur les énigmes, sur l'enjeu final, vous allez pouvoir du coup complexifier ça. Vous allez pouvoir du coup, par exemple, les mettre en opposition. Là, on parlait de nains, mais on peut mettre justement un groupe avec des nains qui sont bons en mathématiques, un groupe avec des elfes pardon, qui sont bons en histoire, ou des gobelins qui sont bons dans les langues, en littérature. Vous pouvez mélanger les groupes avec plusieurs races ou plusieurs métiers différents. Vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez, mais vous pouvez voilà, complexifier, ajouter du coup d'autres mécaniques de jeu pour enrichir l'expérience de jeu. Mais voilà, gardez en tête que plus vous montez, plus ça va être complexe évidemment, mais il faut que ce soit plus simple pour alléger l'expérience de jeu du coup aux enfants, pour privilégier encore une fois la pratique, le jeu en lui-même. Alors, donc comme je disais, ça peut permettre de modifier l'expérience de jeu. Je vais développer un petit peu là-dessus pour le coup. Donc, pour ce qui est par exemple de l'exemple, donc on reprend encore une fois l'exemple de Zoé avec sa feuille sur les nains. Mettons que du coup vous êtes sur une classe où vous avez décidé de mettre plusieurs races différentes, du coup plusieurs spécialités différentes selon des joueurs, parce que vous avez envie du coup de les mettre en valeur. Tout bêtement, mettons que vous avez un enfant qui est un petit peu qui a de très bonnes compétences en mathématiques, mais qui va être un petit peu timide, qui va pas s'assumer du coup là-dedans, qui va avoir des doutes sur son propre potentiel. Vous pouvez lui donner un personnage qui justement va être bon dans les mathématiques, du coup va être voilà identifié comme tel, ce qui permettra à l'enfant du coup déjà de s'identifier un petit peu à ce personnage qui s'assume, du coup, voilà, de découvrir que voilà, il est dans un personnage qui est bon dans ce secteur-là. Mais l'avantage, c'est que si vous avez un groupe composé de différents rôles, les élèves vont se diriger vers cet enfant-là qui va servir de figure de référent, de figure un peu pédagogique. J'entends par là que si vous mélangez du coup les rôles dans un groupe de jeu, dans un escape game avec justement l'immersion par le jeu de rôle, si vous donnez toutes les clés de compréhension à un élève qui va être un peu plus leader, un peu plus chef d'équipe, il va faire tout le travail tout seul, parce qu'il aura tous les éléments, il aura besoin de personne. En revanche,
si vous donnez justement des clés de compréhension à un... bonne réécoute pour Noël. Donc, si vous avez, pardon, si vous allez donner des éléments de compréhension spécifiques à un enfant pour essayer de le mettre en valeur, les autres joueurs du groupe vont aller vers lui du coup pour essayer de comprendre. C'est lui qui va être mis en valeur du coup par ses compétences. Alors, justement, ça va réharmoniser un petit peu la mécanique du jeu plutôt qu'avoir un qui fait tout et les 5 autres qui suivent, ce qui serait vraiment dommage. Vous pouvez évidemment faire l'exact inverse. Un enfant qui va être bon, donc encore une fois en maths, mais qui va se dire ah mais moi l'histoire, de toute façon je suis mauvais. Vous pouvez lui confier un personnage justement ou un rôle dans le jeu qui va être plus axé là-dessus, plus sur de nouvelles compétences hors de sa zone de confort. Ce qui va lui permettre du coup comment dire, d'ouvrir un petit peu son esprit à ces nouvelles compétences. Parce que j'en ai croisé pour le coup en escape game des personnes par exemple qui disaient ah non mais moi les calculs je peux pas, moi les maths je peux pas et qui n'essayaient même pas alors que c'était des opérations simples, des additions, des multiplications et certains faisaient un blocage littéral dessus parce que dans leur esprit ils s'étaient construits de telle manière à ce que les maths je ne peux pas. Et justement, si vous aidez les enfants avec des feuilles de personnages qui, eux, vont être bons dans la matière dans laquelle l'enfant a soit du mal, soit il n'a pas confiance en lui à ce niveau-là, vous allez pouvoir l'aider du coup en disant, voilà, regarde, on va te mettre un personnage qui, lui, est bon, qui va t'aider parce que, justement, comme sur l'exemple de la précédente feuille de personnages, il y a des aides, il y a des penses-bêtes. Alors là, évidemment, il y avait des nains avec une énigme, mais vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des tables de multiplication, par exemple. Vous pouvez mettre des dates historiques. Vous pouvez mettre, du coup, des règles particulières de français, par exemple pour vraiment aider l'enfant. Voilà, ok, on te met sur un personnage qui n'est pas habitué à, enfin, comment dire, qui n'est pas en lien avec tes compétences naturelles, mais essaie de jouer avec ce personnage parce que tu vas peut-être te découvrir, mine de rien, que bah, tu as un niveau plus que correct, voire tu vas découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Et ça, c'est intéressant, parce que justement, le fait de mettre en valeur un enfant, par exemple, qui va être timide, essayer du coup de le faire découvrir du coup de nouveaux horizons, ça va vraiment l'aider à s'accomplir du coup. Ce qui va dire, ah bah en fait, je suis pas si mauvais là-dedans, et puis ça va vraiment casser un peu certaines barrières mentales qui se seraient mises de lui-même durant sa scolarité. À s'émanciper. Merci, Eric. Alors, attention par contre, ça m'a été remonté, je suis complètement d'accord avec ça, qu'il y a toujours le risque de garder l'enfant dans des cases. De dire, voilà, toi, tu es bon en maths et mettons par facilité, moi je suis enseignant, je vais lui donner systématiquement le rôle du matheux. Il faut évidemment éviter de faire ça. Ne laissez pas l'enfant dans un seul rôle parce que voilà, c'est plus facile, il sait, ce ne sera pas prise de tête. Justement, non. Il faut apprendre à maîtriser ce jeu de cases-là pour mieux s'en émanciper, effectivement, petit clin d'œil Eric, pour mieux du coup les abroger. Ça va être beaucoup plus simple pour l'enfant du coup si vous apprenez du coup alors, à les aider à identifier certaines compétences, certaines forces, certaines faiblesses, mais aussi du coup à les y confronter à ces faiblesses-là du coup pour que justement ils restent pas dans leur rôle. Il faut qu'ils puissent découvrir d'autres choses et ça va être très enrichissant pour eux. Voilà. Alors effectivement, donc en restant sur les niveaux scolaires un peu plus élevés, vous allez pouvoir, comme je disais, complexifier un petit peu, de sorte à ce que, mettons par exemple pour des lycéens, vous allez pouvoir ajouter des notions un peu plus grises. Par exemple, là, ce n'est pas un clan qui doit aller creuser un tunnel tous ensemble et on a un seul objectif. Là, il peut y avoir une compétition du coup entre des races, entre des métiers. Alors encore une fois, faites attention évidemment à pas laisser les enfants dans un seul rôle mais vous pouvez leur donner des objectifs différents, voire complètement contraires. Là, on arrive plus sur des mécaniques empruntées à la Murder Party. Vous pouvez avoir des équipes ou des rôles qui vont avoir des rôles différents, des objectifs différents, et du coup, la fin sera influencée par le choix du coup qu'auront fait les joueurs, par exemple. Ils peuvent décider d'effectuer telle ou telle action de fin. Et je ne parle pas ici de bonne ou de mauvaise fin, juste de fins différentes, pour vraiment leur donner une importance et un impact sur le scénario, pour qu'ils sentent vraiment que leur personnage, leurs prestations, leurs compétences ont impacté réellement du coup le final de la prestation d'Escape Game. Et ça, c'est très valorisant. Alors, je revérifie juste du coup là-dessus. Voilà, donc l'influence varie sur le scénario. On y était. Alors, je vous donne du coup ici quelques exemples. Là, je regarde juste. Mathieu, du coup, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste à peu près si tu voilà. Je suis là, c'est que j'avais coupé mon micro. Il te reste, on va dire, maximum 25 minutes. 25 minutes. Oh, là, pour le coup, 25 minutes, j'ai fait vite. Et oui, jusqu'à 15h10, tu as une heure d'atelier. Donc, D'accord. tu as un bon début de parole, donc du coup, tu ouais, encore une fois, je suis désolé hein, pour le coup, je sais que c'est très rapide. Donc voilà, bon, bah du coup, je vais traîner un peu plus sur mes exemples de fin, donc ça tombe bien. Du coup, donc voilà, là, je vous mets ici un exemple. On va pouvoir parler exactement. Du coup, donc, je vous mets ici donc, un pense-bête qui peut être utilisé sur les feuilles de personnages, par exemple, pour aider. Donc là, du coup, donc, on revient un peu au titre, hein, du coup, pourquoi est-ce que je leur ai appris à parler gobelin. Parce que justement, donc, si vous êtes plus sur un escape game qui est basé du coup sur une
particulière, vous pouvez confier du coup au personnage ce genre d'indice-là, enfin ce genre de pense-bête, d'aide aux joueurs, parce que lui, il va avoir ça dans sa feuille de personnage, il va du coup pouvoir traduire le gobelin. Alors là, donc c'est très très simple, hein, c'est l'équivalent d'un chiffre de César, donc en gros, c'est une méthode de cryptage pour écrire un texte du coup, et si vous ne savez pas comment il est crypté, bien sûr, vous n'arriverez pas à le lire. Donc ici, c'est très simple, hein, pour le coup, toutes les lettres sont inversées, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, le A, passe à la 26e, le Z, et le milieu, c'est le N et le M, du coup, qui sont toutes proches l'une de l'autre. Donc voilà, c'est une méthode assez simple de cryptage, mais si les enfants n'ont pas ça, s'il y a un seul là, bah, c'est lui qui va être mis en valeur. C'est lui qui va avoir la connaissance, qui va devenir, encore une fois, du coup, le référent, le pédagogue, qui va avoir le savoir et qui est mis en valeur. Alors là, pour ceux qui sont très chauds, je vous laisse quelques secondes du coup pour finir de traduire la phrase en bas si vous voulez. Mais voilà, bravo Manon, tu gagnes 3 points. Alors évidemment, vous avez du coup des versions un peu plus compliquées, donc comme celle-ci par exemple, où là il n'y a même plus du coup le attention, pas de souci, il y a un traducteur qui est là, on va t'expliquer. Là vous les bombardez directement avec ça, du coup donc une phrase écrite dans un langage particulier, avec une double phrase en dessous qui va être un peu plus longue à traduire. Alors bien entendu, vous avez du coup le gros triangle avec le décodeur qui est inscrit, mais vous pouvez tout à fait enlever les lettres par exemple, juste laisser les symboles, et l'enfant qui va être spécialisé justement par exemple sur la littérature va avoir lui dans sa possession un calque avec justement l'emplacement des bonnes lettres. Et justement là, il va être intéressant parce que c'est lui qui est en possession de ça, qui a cette connaissance. Et ça va être un outil qui peut être très intéressant pour le mettre en valeur. Parce que du coup, vous mettez ce triangle-là à disposition avec les lettres, personne ne sait ce que c'est, il n'y en a qu'un seul calque, et du coup, ça va être lui qui va pouvoir interagir le plus, et qui va être encore une fois mis en valeur. Donc, il y a vraiment un sentiment de satisfaction, du coup, qui va pouvoir se dégager, parce que l'enfant va avoir, entre guillemets, son quart d'heure de gloire, on va dire. Alors, ici, là, on arrive sur le dernier exemple, où là, comme je vous parlais de la murder party tout à l'heure, on arrive sur des persos beaucoup plus complexes, là, normalement, je crois que c'est 3 ou 4 pages minimum, hein, de background. Là, je vous en ai mis que 2, je vous ai mis un petit extrait. Mais là, vous avez un dossier de personnage pour une murder party. Donc là, vous avez tous les éléments qui le concernent. Vous allez avoir tous les éléments du coup qui concernent le personnage, donc à savoir qui il est, le caractère, donc le rôle du coup dans le contexte de la murder party, et évidemment vu qu'il y a eu meurtre, il faut que le joueur sache ce qu'il a fait au préalable pour pouvoir se défendre. Et évidemment, il y aura donc des compétences, un inventaire, une notion aussi du coup d'affect entre chaque personnage, du coup qui il aime bien, qui il n'aime pas et pour quelles raisons. Et ça va être beaucoup plus complexe, mais c'est vrai que là, ça permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des objectifs contraires, complémentaires, instaurer aussi des mécaniques d'alliance, de trahison. Et là où ça peut être intéressant, si on rejoint ça par rapport à la reconstitution historique, par exemple, c'est que si vous faites une murder basée sur un événement réel historique, si les enfants ont, les élèves autant pour moi, ont certaines connaissances, se sont bien impliqués dans le jeu, ils vont pouvoir avoir des avantages. Mettons que s'il y a une alliance réelle qui a été faite et que vous voulez aborder un peu ça, sur la signature du traité, enfin d'un traité quelconque, bah, s'il y en a qui ont des informations sur le contexte général, le contexte géopolitique, par exemple, autour de ce traité, bah, ils vont avoir un avantage certain dans les négociations. Ils vont pouvoir mieux mener la barque de la partie. Et ça va être très gratifiant. Donc voilà. Du coup, vous avez un peu différents exemples, hein, donc de feuilles de personnages qui sont là. Encore une fois, c'est vraiment à vous d'adapter ça en fonction donc, du public que vous avez, des compétences que vous voulez développer, des sujets que vous allez traiter. C'est à vous de le faire. Mais en tout cas, pour reprendre un peu l'exemple de The Witness, c'est que si vous arrivez à mettre du lien, du lien de l'immersion du coup de l'enjeu dans les parties, les joueurs vont beaucoup plus s'impliquer. Et si vous réussissez à leur donner cette envie d'aller chercher, comment dire, derrière ce buisson, derrière le bosquet, d'aller chercher encore un peu plus loin, de s'accrocher un peu parce que juste ils sont dedans et ils ont envie d'apprendre. Si vous leur donnez ce goût d'apprendre là, en tant qu'enfant, c'est déjà excellent. Mais si en plus, en tant qu'adulte, après, vous leur donnez l'envie, non pas d'aller chercher derrière le bosquet, mais d'aller explorer toute l'île, si on file un peu la métaphore, bah, le taf sera fait. Vous aurez bien fait le boulot pour le coup, parce que vous leur avez donné cette envie d'apprendre, ce goût de progresser en continu. Et pas juste de faire un projet pour faire un projet, de faire un exercice pour faire un exercice, mais d'être dans une dynamique continuelle d'apprentissage. Et là, je pense que c'est là où le jeu de rôle, justement, et l'immersion, en rajouter du coup sur les escape games pédagogiques, peut apporter sa carte à jeu. Avec ces outils-là, du coup, avec ce principe-là. Du coup, par rapport à ce que je voulais dire, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'espère qu'il y a encore des survivants qui sont pas encore, qui sont pas encore partis. Oui, 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 ne t'inquiète pas.
Je vous laisse du coup mes contacts, enfin les différents contacts du coup si vous voulez me joindre, si vous voulez continuer à discuter de ça ou poser des questions, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'ai absolument pas la science infuse. Il y a sans doute des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément être d'accord avec moi. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à me les renvoyer, enfin à m'en parler aussi en public maintenant ou en privé un peu plus tard, histoire que justement je puisse un peu perfectionner le propos et puis voilà être un peu plus précis dans mes prochaines interventions. Donc merci à tout le monde en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup pour le coup et puis bah je suis ouvert aux questions s'il y en a. Alors, du coup, Julien, ouais, il y a eu que 3 questions pour l'instant hein, Très dans le bien, chat. ce sera Donc, je simple. te les, voilà, non, mais je te les relaye et après, on ouvrira pour la suite. Donc, il y avait une question d'Eric au tout début, là, quand tu as présenté différents types de jeux, qui Ouais. demandait comment résoudre la restriction du nombre de joueurs. Alors, la restriction du nombre de jeux, alors, est-ce qu'il peut développer un petit peu pour le coup? Par Ouais, rapport Eric, à si quoi? vous pouvez activer votre micro, il n'y a pas de souci. Dans quel contexte, je dirais bien? Bonjour Julien, oui, donc Bonjour. dans le contexte du jeu de rôle, tu as Mhm. parlé de la fiche de personnage. Ouais. Et le truc, c'est que, tu vois, pour une classe, les élèves, allez, une petite classe, il y en a à peu près, il y a 30 joueurs, Mhm. ça fait 30 fiches de personnages avec 30 capacités différentes. Le temps de jouer, enfin parce que c'est ce que tu disais entre la, euh, le jeu de rôle qui est quelque chose qui peut se dérouler sur plusieurs séances, même voire sur des campagnes, Mhm. sur des jours, des mois, voire même des années. Des années, ouais. Contrairement la différence de ce game qui est quelque chose de très rapide, très Mhm. brutal. euh, comment ils peuvent tous utiliser leur capacité, leur fiche personnage, leurs compétences en un minimum de temps. C'est un peu chaud, non? Bah, après, tout dépend du coup de la complexité de la feuille de personnage. Là, pour l'exemple de Zoé, par exemple, la capacité, entre guillemets, c'est un peu comme pour le gobelin que je montrais juste à la fin, ça peut être juste un indice en soi. En fait, en termes de capacité, c'est pas forcément, comme certains jeux de rôle, utiliser des sorts, des compétences particulières. Ça peut être juste leur donner un indice, du coup, que eux seuls vont avoir et qu'ils vont pouvoir utiliser eux-mêmes. Parce que du coup, là, par exemple, si je reprends l'exemple du gobelin, s'il y a une énigme, par exemple, liée à l'escape game qui va être écrite justement au gobelin, ils vont forcément savoir que ah bah ça c'est pour moi, c'est maintenant. Et ils vont sortir leur feuille, qui n'auront pas d'intérêt du coup à le faire. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser du coup des compétences, mais après, pas des compétences, on va dire, plus actives. Mais là, ça demande des systèmes plus complexes liés à la murder party justement. Et dans ces cas-là, il faut éviter, ouais, c'est sûr, d'être sur de la trentaine de joueurs, enfin, de la trentaine de joueurs différents. Il vaut mieux privilégier du coup des archétypes qui vont pouvoir se répartir. Enfin des archétypes, comment on appelle ça, des doublons d'archétypes. C'est-à-dire que vous allez donner à plusieurs personnes du coup un rôle de nain, d'autres un rôle de gobelin, etc. Histoire qu'il n'y ait pas 30 rôles différents et justement plus privilégié de les répartir, mettons, en petits groupes de 5, histoire de favoriser un petit peu la compréhension du coup à la fois pour les joueurs, qu'ils n'aient pas 40 persos différents, et surtout la compréhension pour l'organisateur, histoire que voilà, il n'y ait pas 30 compétences différentes à retenir, parce que sinon c'est un joueur. Du coup, ma deuxième question, c'est quand est-ce que tu donnes les fiches de perso, sachant que l'escape game, alors tu sais, t'as les parties qui étaient expliquées ce matin, l'introduction, le pendant, et puis le débriefing. Mhm. Du coup, ton introduction, elle est un peu plus longue, puisque tu es obligé d'expliquer ce que c'est des feuilles de personnage. Mm. Bah, là, pour le coup, d'où l'intérêt de faire du coup, des feuilles qui vont être très simples ou de préparer un petit peu plus en amont. Alors, je sais que pour les murder parties, c'est les dossiers de personnages en général, on va les donner une semaine, voire pour les plus compliqués, 3 semaines, un mois, le temps que les joueurs l'apprennent bien. Évidemment, on peut pas se permettre ça avec des publics plus jeunes. Mais si vous prenez le temps, du coup, pendant une heure, juste de mettre, voilà, ça, la partie à droite, ça va être donc qui vous êtes. Juste, voilà, mettez votre nom, votre prénom, etc. C'est vous. Et juste un ou deux pense-bêtes sur la gauche, pour le coup, vous n'avez pas besoin d'une très très grande période d'explication. Pour certains, pour le coup, vous pouvez même mettre juste une petite phrase disant voilà, ça t'aidera. Enfin, comment dire, tant que vous avez un visuel qui permet de reconnaître que c'est lié à une énigme. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais si vous mettez par exemple un triangle sur une énigme liée justement donc par rapport au nain, par exemple, et que la petite Zoé, elle a son triangle pareil sur l'énigme, elle va avoir du coup un repère visuel en disant ah, c'est lié, c'est à ce moment-là qu'il faut que je l'utilise pour le coup. Il y a plusieurs techniques qui existent, mais si vous faites du simple et de l'intuitif, ça évite une très longue explication. Surtout si les pouvoirs, entre guillemets, les capacités des personnages ne sont pas actives, ça va pas être lancer un sort ou ce genre de truc, mais ça va être juste du coup un indice qui va être à disposition, pardon, sur une énigme donnée. Je sais pas si je faisais clair. Si, 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 ça. Ça répond à la question? Oui.
Cool. Nickel, tu fais mon boulot. Alors, du coup, je pense que tu as aussi répondu. Il y avait une... Ah, pardon, Eric, je vous ai coupé. Si vous avez Non, c'est une autre bon, c'est question. tout. D'accord. Donc, il y avait Manon qui avait le même genre de question, donc je pense que tu as répondu là sur les profils et les énigmes. Et encore une remarque, une question de Manon. Pour les murder parties, le rôle est-il donné par tirage au sort? Alors ça dépend. Il y en a du coup c'est complètement donné au hasard. D'autres où vous choisissez selon les archétypes. Ça dépend un peu du coup de ce que vous voulez. Le souci étant c'est que sur certaines murder parties il y a des rôles qui sont très spécifiques. Alors pour vous donner une petite anecdote, j'en ai organisé une à Saint-Brieuc il y a un paquet d'années maintenant. Et j'étais malheureusement pas en disposition de faire entre guillemets le recrutement moi-même, de donner les personnages moi-même. Donc j'avais donné un contact sur place en disant voilà tous les persos sont là. Le seul truc que je demande, c'est que ce personnage-là, qui était entre guillemets l'incarnation du diable, enfin Lucifer, super intelligent, super charismatique, machiavélique, etc., ce personnage-là soit donné à quelqu'un quand même qui a un peu l'habitude du jeu de rôle. Et le problème, c'est que bah, la personne a semble-t-il oublié ce petit point de détail. Et normalement, le diable en question, donc, qui était parmi les joueurs, devait venir en costard cravate, super bien habillé, super bien charismatique, tout bazar. Et j'ai eu un pauvre monsieur qui n'avait jamais joué au jeu de rôle, qui est venu en vieux polo à laine avec des flocons du coup sur le pull, et qui savait pas du tout ce qu'il fichait là. Et pour un grand méchant, bah, ça m'a un peu flingué le truc parce que bah, il savait pas, enfin, il n'avait pas l'habitude, donc il a été largué pendant une bonne partie du jeu. J'ai essayé de l'aider, mais c'était pas un personnage qui était fait pour lui. Donc il y a des murder parties, il y a des jeux de rôle qui sont plus permissifs que d'autres où vous pouvez distribuer les rôles un peu au hasard. Mais ça dépend vraiment du coup si vous avez des personnages où il faut vraiment qu'il y ait un profil particulier du coup pour que le joueur soit à l'aise. Enfin, s'il y a besoin que le personnage soit un peu plus expérimenté, voilà, vous pouvez choisir certains personnages. Mais ça dépend vraiment du coup de comment vous voulez faire. Parce qu'il y en a qui font aussi du coup ils choisissent seulement certains qui vont donner à des personnes particulières, en particulier pardon, et le reste c'est au hasard. Il y a plusieurs phases, enfin plusieurs méthodes pour faire. Allez, Désolé, je pense que c'est... je m'entends parler, je parle très très vite, je suis désolé. Non, non. Non, non, Je on suis arrive désolé. à te comprendre, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je pense que ça répond à ta question. Oui, nickel, Écoute, merci. Super. impeccable, impeccable. Si, bon, j'ai pas relevé d'autres questions, je pense que je n'ai pas oublié dans le chat. Donc Ne si fais vous pas attention. avez voilà, des questions, des remarques, voilà, je vous invite à activer votre micro, voilà, à lever la main. Je vois que maintenant tu as la main levée, je ne Oui. sais pas si... Eh Euh, ben, voilà, vas-y. Bonjour Julien, et puis merci pour cette Bonjour. intervention. Moi, je suis justement en train de réfléchir à mettre en place, donc je suis prof de lettres en Mhm. collège, et en fait, mon but, c'est que mes élèves deviennent narrateurs, Ouais. d'accord? Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à me donner à ce niveau-là? Parce que bon, j'ai créé tout un système où le côté, si tu veux, le lancer de dés est associé aux questions à poser d'un point de vue disciplinaire. Mhm. Et en gros, plus leur lancer de dés est réussi et plus la question est facile. Ce qui permet d'allier, entre guillemets, le côté pédagogique et puis le côté ludique quand même. Est-ce que Mhm. tu aurais des conseils à me donner concernant justement... La narration plusieurs. ouais, Du coup, alors j'ai peut-être une suggestion du coup. Alors, est-ce qu'on est d'accord que du coup, chaque joueur, enfin, comme je disais au début, c'est des jeux sans maître du jeu et chacun prend sa part de responsabilité. On est d'accord là-dessus? c'est ça. J'aimerais Ok. bien, oui. Alors, petit conseil pour toi, du coup, alors je viens de te mettre le... Attends, là. Je viens de te mettre le lien dans le chat, du coup, c'est un jeu de rôle justement sans maître du jeu qui s'appelle Facing the Titan, donc face au Titan, où, alors je te le résume très très rapidement, pour le coup, ça met en scène du coup plusieurs personnages qui se regroupent après des années à s'être entraînés, pour devoir affronter un énorme titan qui pose beaucoup de problèmes sur le monde. Et le but du jeu, c'est que chaque partie est découpée. Les joueurs vont raconter au fur et à mesure ce qui s'est passé. Alors la première partie, chacun arrive du coup sur le lieu de rendez-vous avant de combattre le titan, et chacun doit raconter du coup comment arrive son personnage, est-ce qu'il est charismatique, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il est triste, etc. Une fois qu'ils se sont rassemblés, bah, ils se posent des questions. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer pendant 3 ans? Et ils vont raconter du coup en donnant des anecdotes, enfin en vraiment décrivant du coup ce qu'ils ont fait. Mhm. Et pareil, la bataille avec le titan, c'est le même système. Ils vont devoir chacun raconter à la fois ce que fait le titan, donc comment dire, comment il attaque, comment il réagit. Et la part belle est faite vraiment à l'oral. Et voilà, moi, c'est un jeu que j'ai soutenu du coup, parce que j'adore le concept. Pour le coup, j'ai hâte de pouvoir faire des parties. Mais ça rejoint un petit peu là-dessus pour le coup de vraiment le système oral à plusieurs. Là, le but du jeu n'est pas de lancer des dés, etc., feuille de personnages compliqués. Là, ça va vraiment être porté sur l'oral et l'expérience commune de narration en espérant que ça puisse D'accord. t'aider.
Enfin, au moins, du coup, Ça a l'air pas mal. allez voir, enfin, je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, ne serait-ce que pour voir comment marche le système. Je pense que ça pourrait t'aider là-dessus. Merci. Ouais, quoi. T'as une connasse, c'est aussi un bon système. Donc, par exemple, il y a plein de systèmes maintenant qui se mettent en place. Hein. Dans les conventions de jeux de rôle où je vais, pour le coup, il y en a plusieurs qui proposent maintenant des nouveaux systèmes avec, alors notamment, je me souviens qu'il y en a un, alors j'ai perdu le nom. Ah, c'est ceux qu'il nous reste. Si mes souvenirs sont bons, c'est ceux qu'il nous reste. Je vais essayer de vous trouver vite fait le lien pour le coup. Mais là, en l'état, ça reste du coup de la. Hop. Bon, je le trouverai plus tard, c'est pas bien grave. Alors, vas-y, je vais chercher quelques secondes. Il y a Johan, si pour lever la main, sur le haut de la souris, sur la ligne de votre identifiant là, dans la liste des participants, vous pouvez lever la main. Mais là, du coup, voilà, Non, je ne l'ai pas pour le coup. J'ai cherché vite fait là, mais vu que vous êtes passé par le chat, vous pouvez activer votre micro et poser sur la la question ligne de. directement à Julien. Si ça vous va, si vous m'entendez, Johan. Allez, c'est bon, voilà. Ouais. Ok. C'est bon. Donc, Allez-y, du coup, ça Johan. marche comme ça. Ok, merci. Bonjour, Johan. Bonjour. Ouais, en fait, j'avais une question à te poser. Alors, moi, là, demain, je vais présenter un jeu d'entreprise dans lequel il y a une partie jeu de rôle, en fait. Et, Ouais. et j'ai l'habitude de le faire en classe. Mhm. Et cette semaine, je l'ai fait pour la première fois en visio, sans retour visuel. C'était compliqué. Ah, tout seul, ouais, en invisible, quoi. Il n'y a personne de. Voilà, Personne en c'est face, ça. quoi. J'avais pas de feedback, en fait. Donc, c'était, Ah, je l'ai fait en aveugle, c'était compliqué. Et puis, bon, j'avais ouais. organisé des salons sur Discord, et puis les élèves sont passés par Snap et tout. Enfin bref, c'était compliqué, j'ai pas pu avoir de retour. Soutien Tu total. vois, ouais, la question que je me posais, en fait, dans ma phase jeu d'entreprise, à un moment donné, les joueurs vont jouer une espèce de table ronde avec des parties prenantes très différentes. Mhm. Donc il y en a qui vont jouer des syndicats de patrons, des syndicats de salariés, des membres du gouvernement, des syndicats de malades ou la Sécu et tout. D'accord. Et je me demandais ce que tu pouvais me donner comme conseil pour faciliter justement l'immersion et l'implication. Alors moi, souvent, le problème que j'ai, c'est que les élèves ont du mal à me faire des propositions de loi. Ils sont amenés à faire des propositions de loi et chacun a des objectifs précis, si tu veux. Donc il Ouais. faut trouver des propositions de loi qui soient consensuelles, dans lesquelles chacun s'y retrouve. Et je me demandais si rajouter des éléments de jeu de rôle, par exemple, soit des compétences, soit peut-être des gimmicks tirés au sort, ou des traits de personnalité tirés au sort. Est-ce que tu penses que ça faciliterait l'immersion et l'interaction ou pas? Ouais, si tu donnes déjà quelques petites caractéristiques dans le sens, voilà, le personne va être égoïste, un peu, comment dire, comment dire, un peu agressif, etc. Si tu donnes des archétypes du coup de comportement, même si l'élève ne va pas forcément enfin l'élève ou l'adulte, peu importe, va pas forcément suivre scrupuleusement ça, ça va donner du coup des guides pour comment le jouer. Je sais que pour les personnages vraiment, enfin pour les personnages, pour les joueurs les Mm. plus inexpérimentés au jeu de rôle, Ouais. notamment dans les murder parties, on leur dit voilà, vous allez jouer du coup un OPDG machin, d'accord, mais ça se joue comment? Et en général, ils vont vraiment ils Mm. vont juste jouer eux-mêmes. Et dans la plupart du coup des murders que j'ai faites, à chaque fois, on mettait le nom du personnage, sa fonction, et en dessous, on mettait 3 caractéristiques principales, pour qu'au moins ils puissent D'accord. cibler un petit peu. Sachant que, voilà, encore une fois, il va pas forcément le faire, mais il faut juste leur dire, voilà, faites-le à votre sauce, mais juste, vous Mm. avez vite fait un dessin gros du coup de qui il est. Si vous donnez évidemment un tout petit... Alors moi, ce que j'aime bien faire pour le coup, c'est donner des petites phrases, un peu comme dans les cartes Magic, en dessous, du coup, une petite phrase de contexte, avec genre sa catchphrase favorite, par exemple. Enfin, vous pouvez me faire confiance. Si vous donnez un petit truc comme ça, la petite gimmick, en général, du coup, les gens vont l'utiliser et ça va les mettre un peu dans le personnage. Ça va dire, ah ouais, ouais, c'est le genre de truc qui va dire, c'est le genre de mec qui va dire ça. Après, je prends un exemple vite fait, mais je suis pas raciste, mais je vous dis juste ça, vous savez tout de suite qui vous avez en face. Voilà, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Vous donnez une petite phrase un peu facile, un peu cliché, on voit tout de suite qui c'est. C'est ça le but, du coup, qui se met dans le personnage. Et après, évidemment, mettre des compétences, des actions en plus à disponibilité. Alors par exemple, du coup, si c'est justement dans un cadre négociation, PDG, loi, etc., juste une compétence simple comme écoutez-moi. Alors, vous utilisez la compétence, pouf, plus personne ne parle. Et la personne, du coup, fait, entre guillemets, un petit speech tellement convaincant que voilà, c'est ça. Ça peut être des trucs tout bêtes, mais ou juste des trucs qui vont permettre soit de regarder, du coup, ce que font les autres. Voilà, espion, comment on appelle ça? Oui, enfin, ambassadeur espion, des choses de genre. Ça permet de mettre une petite mécanique, du coup, de dire, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si c'est juste discuter, qu'on n'a pas d'accroche, de trucs concrets à quoi s'accrocher, oui, ville répétition, des fois c'est un peu dur. Surtout pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude du jeu de rôle. Faut vraiment pas hésiter à leur donner des exemples, du coup, pour que l'imaginaire puisse se construire, surtout s'ils sont pas du tout sur leur zone de confort habituelle. Yeah! Fais personne avec des compétences résout le problème. J'ai pas compris.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, voilà, trait de caractère, effectivement, là, tout à fait, tout à fait. Ok. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous Yeah. avez des questions complémentaires à poser? Ça a l'air d'être bon. Alors, je remets. Attends, je remets juste le truc. Eh ben, pourquoi elle ne voit plus la vidéo? La dernière diapo, ouais, avec Ouais, justement, et j'allais la remettre pour le coup. Si vous avez des questions, encore une fois, hop, voilà. Vous avez du coup ces adresses de contact là, du coup, si vous voulez me poser des questions. Après, il n'y a aucun souci. Encore une fois, je suis ouvert du coup aux questions, aux critiques, aux remarques. Voilà, là, c'était la première fois que je proposais du coup cette masterclass, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, effectivement, ça peut être carrément amélioré et c'est juste des pistes de réflexion. Donc si vous avez des suggestions pour après, du coup, ou des questions sur des projets, encore une fois, comme il y a eu là, vous pouvez. Il n'y a aucun souci, je suis disponible. Ah bon. Merci. Bah, merci à vous surtout d'avoir suivi, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir posé les questions. C'est très cool. J'ai bien ou que j'ai perdu absolument tout le monde d'ici la fin. Donc je suis très content du coup d'avoir eu des retours. Merci beaucoup. En début de parole, désolé, c'est le stress. Tu as relevé le défi de belle manière. Hein. Yeah. Bah, écoutez, tu as des merci voilà, de Caroline. Oh, ils sont voilà, trop et mignons. là, Cœur, voilà. cœur, tout ça, je vous aime beaucoup. Je te laisse prendre connaissance. Et ben voilà, écoutez, je vous invite on déposera, hein, comme je disais au début, le support de ta présentation, Julien. Ouais. Enfin, c'est Christelle qui le fera. Oui, je vais révéler. Et écoutez, voilà, il reste 5 minutes, donc s'il n'y a pas de questions, ben, vous savez Oui, que ou comme ça, tout le monde pourra aller prendre le café. voilà, prendre un petit café. La conférence, la table ronde est à 15h30. Donc voilà, ça nous laisse un petit peu de temps avant de nous retrouver. Ça marche. Bah, merci tout le monde du coup. Bonne fin de convention pour le coup et à très vite. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Et merci à toutes et à tous. Et à tout à l'heure sûrement à la table ronde ou sur notre atelier.